Dispersés un peu partout dans le monde, se trouvent des lieux qui ont été laissés à l'abandon, à cause de la guerre, de la pauvreté, de catastrophes naturelles, ou même du progrès technologique. Ces villes et villages, aujourd'hui glauques et désertés, ont suscité l'attention de nombreux photographes et explorateurs urbains. Mais ils demeurent inhabitables, n'existant que comme vestiges d'un temps révolu. Dans cette vidéo, je vous fais découvrir 5 de ces lieux oubliés et morbides, ainsi que leur histoire. Si ça vous intéresse, c'est parti. Commençons par un village abandonné situé en France, Oradour-sur-Glane. Vous connaissez probablement déjà, mais un rappel ne fait pas de mal. Oradour-sur-Glane était autrefois un bourg paisible et dynamique, de 300 à 400 habitants, situé à une vingtaine de kilomètres de Limoges. Il a connu l'horreur absolue, le 10 juin 1944. En début d'après-midi, des soldats allemands de la division Das Reich ont encerclé le village. Prétextant un contrôle d'identité, ils ont ordonné à toute la population, hommes, femmes et enfants, de se réunir sur la place principale du bourg. Tous les villageois, même les plus âgés et les malades, ont obéi. Les militaires les ont alors séparés en 2 groupes, le premier rassemblant les femmes et les enfants, et le deuxième les hommes. Les nazis se sont d'abord occupés des hommes. Ils les ont répartis dans 6 granges différentes du village, et les ont mitraillés à travers les murs. Ils ont achevé les survivants au revolver, avant de mettre le feu aux granges et brûler tous les corps. Les femmes et les enfants ont ensuite été enfermés dans l'église du village, qui a elle aussi été incendiée, et la majorité a péri dans les flammes, asphyxiée par la fumée. Les soldats ont également tiré à la mitraillette à l'intérieur de la bâtisse, pour achever tous les potentiels survivants. Après cela, le village a été entièrement pillé et incendié. En une seule journée, Oradour-sur-Glane a été détruite, transformée en brasier géant, et cet horrible massacre a coûté la vie à 642 innocents. Le village dévasté a été conservé en l'état pour commémorer la mémoire des victimes et rappeler l'ignominie nazie. Il a aujourd'hui des allures de village fantôme, totalement abandonné, seulement traversé par quelques visiteurs. Depuis 1946, les ruines du village martyr sont classées monument historique, et le centre de la mémoire a été inauguré en 1999. À la suite de ce massacre, l'État a décidé de reconstruire symboliquement le bourg un peu plus loin, en conservant un plan similaire à l'architecture de l'ancien. La première pierre a été posée par le président Vincent Auriol, le 10 juin 1947. Au sud de Mexico City, entre les canaux de Xochimilco, se trouve une petite île à l'histoire tragique, qui n'était pas du tout vouée à devenir une destination touristique. Cette île est connue sous le nom d'Isla de las Muñecas, l'île des poupées. Elle est dédiée à la mégarée d'une pauvre petite fille, qui a perdu la vie, dans des circonstances étranges. L'île abrite des centaines de poupées terrifiantes. Leurs corps abîmés, érodés par la pluie et le soleil, leurs membres arrachés, et leurs têtes décapitées aux yeux vides, ornent les arbres, attachées aux branches par des fils de fer rouillés, couvertes de toiles d'araignée ou de crasse. Elles dégagent un air menaçant, même en plein jour, mais de nuit, elles sont particulièrement inquiétantes. La légende locale raconte qu'une petite fille a été retrouvée noyée dans de mystérieuses circonstances, il y a de cela de nombreuses années, et que les poupées sont possédées par son esprit. Certains témoins affirment avoir vu les poupées bouger la tête et les bras, voire même ouvrir les yeux. D'autres racontent d'un air terrifié avoir entendu les poupées se murmurer à elles-mêmes. Et ceux présents sur un bateau non loin de l'île sont persuadés que les poupées les avaient incités à y débarquer. Bien sûr, il est très probable que ces témoins exagèrent. Mais l'île, bien qu'il n'y ait aucune preuve réelle qu'elle soit hantée, est un endroit très glauque, qui marque les esprits et active l'imagination. Mais comment toutes ces poupées sont-elles arrivées là? L'histoire de l'île débute dans les années 50, lorsqu'un certain Don Julián Santana Barrera prend la décision d'aller y vivre en ermite.
abandonnant au passage femmes et enfants. Peu de temps après son installation, il trouve le corps d'une petite fille noyée flottant dans le canal. Elle était déjà décédée, il n'a donc rien pu faire pour elle. Un peu plus tard, il aperçoit une poupée flottant non loin de l'endroit où se trouvait la fillette, lui appartenant très probablement. Il la repêche et l'accroche à un arbre, pour rendre hommage à la pauvre petite. Certains mettent en doute cette version. Pour eux, la noyée n'a jamais existé, et Julian, dans sa solitude, aurait inventé cette histoire. Quoi qu'il en soit, l'homme était obsédé par la fillette, et était persuadé que son esprit tourmentait le hantait. Pour apaiser le fantôme et se protéger du mauvais sort, il a commencé à collecter toutes les vieilles poupées abandonnées, qu'il trouvait ça et là dans l'île, et les accrocher aux arbres. Il est même sorti de son ermitage pour trouver davantage de poupées dans les environs. Il pensait que chacune d'elles était hantée par l'esprit de la petite, et ne pouvait ou ne voulait plus s'arrêter. Selon les gens qu'il avait côtoyés, il donnait l'impression d'être conduit par une force invisible, incapable d'y résister. Après 50 ans passés à collecter des poupées, Julian a été retrouvé mort en 2001, noyé au même endroit que la fillette, à l'âge de 80 ans. Les habitants sont persuadés que son esprit est allé rejoindre celui de la fillette, perdurant à jamais au cœur des centaines de petites silhouettes mutilées, dégradées par les éléments, observant de leurs yeux sans âme les visiteurs de plus en plus nombreux de ce macabre mausolée. L'île de Poveglia est l'un des 166 îlots de la lagune de Venise, au large de la côte est du nord de l'Italie. Bien qu'il ait servi à plusieurs fins, cet endroit est principalement connu pour son passé macabre. Lors de la peste noire, la minuscule île servait de zone de quarantaine et de dépotoir de cadavres, et aurait hébergé plus de 160 000 infectés. Toutes les personnes atteintes même du plus petit symptôme étaient arrachées à leur famille et envoyées sur l'île, où elles vivaient dans des conditions absolument terribles jusqu'à leur décès. Il y a eu tellement de morts qu'on raconte que le sol est constitué à 50% de restes humains. L'île a servi de zone de quarantaine jusqu'aux années 1800, lorsque l'hôpital a fermé ses portes. Au début du XXe siècle, le gouvernement a transformé les bâtiments de l'île en hôpital psychiatrique. Au fil du temps, de sinistres histoires sur le traitement et les expérimentations qu'auraient subi les patients sont arrivées au monde extérieur. Le médecin responsable aurait torturé plusieurs de ses patients, leur faisant subir des expériences affreuses, inimaginables. Le médecin est décédé sur l'île même, quelques années plus tard. Certains disent qu'il s'est suicidé pour échapper aux responsabilités de ces expériences menées sur des êtres humains. D'autres affirment que les âmes tourmentées, qui ont souffert sur l'île, le hantaient, et que sa seule échappatoire était le suicide. D'autres histoires racontent que quelqu'un, ou quelque chose, l'avait poussé du sommet de la tour. Quoi qu'il en soit, l'hôpital a fermé ses portes en 1968 et a été reconverti en un centre gériatrique, qui n'a pas fait long feu, et qui a également fermé en 1975. Ces ruines sont toujours présentes, cédant petit à petit face à la nature qui reprend ses droits. Aujourd'hui, toute l'île est abandonnée. Les visites sont interdites, et les pêcheurs évitent l'endroit qu'ils jugent maudit. Ces dernières années, des équipes de construction italiennes ont tenté de restaurer l'ancien bâtiment de l'hôpital. Mais elles se sont arrêtées brusquement et sans explication, laissant les habitants penser qu'elles ont été chassées par les forces obscures de l'île. Pripyat est une ville qui se trouve à 3 km de la centrale nucléaire de Tchernobyl et à une dizaine de kilomètres au nord de Tchernobyl. Elle était donc au cœur de la pire catastrophe nucléaire de l'histoire. La ville, qui avait été développée dans le seul but de desservir la centrale, a été évacuée en 1986 suite à l'explosion et l'incendie survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl, qui a fait voler de nombreux débris radioactifs en l'air. L'évacuation s'est faite dans l'urgence, et tout a été laissé en l'état. Immeubles, piscines, hôpitaux, même les objets les plus anodins, tels que des jouets, journaux, etc., ont été abandonnés sur place. La ville étant devenue hautement radioactive, l'armée a été amenée à détruire un grand nombre de ces objets, dispersés un peu partout au sein des appartements et des bâtiments, pour éviter que des personnes s'aventurent dans les zones dangereuses pour tenter de les récupérer. Cette mesure avait également pour but de dissuader les anciens habitants de s'y reloger illégalement.
31 personnes ont péri dans la catastrophe. Et les maladies chroniques chez les anciens résidents continuent de poser problème. Pripyat est aujourd'hui une ville abandonnée, dont les vestiges forment un musée témoignant de la fin de l'ère soviétique. Contrairement à Tchernobyl, où plusieurs habitants, souvent âgés, sont revenus y vivre, Pripyat reste une ville fantôme, complètement déserte. Sur la place centrale, la grande roue et les autotamponneuses rouillent, envahies par la végétation. Les arbres ont envahi les bords de route. Les pillards emportent tout ce qui a de la valeur, malgré les radiations et les points de contrôle. Mais malgré cela, on peut trouver, aujourd'hui encore, des livres ou des poupées, abandonnés à même le sol. Partout la végétation s'installe, y compris à l'intérieur des bâtiments. Ces derniers, dépouillés de leurs portes et fenêtres, peuvent être visités à volonté, via des agences de tourisme spécialisées. Les seules conditions étant d'avoir au moins 18 ans, et d'avoir une autorisation du ministère des situations d'urgence ukrainien. Ce n'est pas une ville à proprement parler, mais la Discovery Island de Disney, située à Bay Lake, en Floride, était un parc zoologique et une réserve naturelle de 4,5 hectares, ouvert en 1974. Il a brusquement fermé en 1999, et Disney n'a jamais communiqué les raisons de cette décision. Après avoir dépensé plus de 30 millions de dollars pour l'achat et l'aménagement de l'île, il est plutôt étrange de décider du jour au lendemain de la fermer au public. Le mystère que Disney a fait à ce sujet a donné naissance à de nombreuses spéculations. En voici quelques-unes. Les eaux du lac Bay auraient été jugées trop dangereuses pour les navires Disney, et le seul moyen d'accéder et de partir de l'île étant ces derniers, ce n'était pas sécurisé. L'ouverture du parc Animal Kingdom, en 1998, a considérablement fait chuter les visites de Discovery Island. L'activité n'était donc plus rentable. La présence présumée d'alligators dans les eaux entourant le parc et des rumeurs d'attaques auraient suscité la peur des visiteurs, ce qui a encore plus diminué leur nombre. Et la principale raison, qui, à mon avis, a mis un point final à cette attraction, est la découverte de la bactérie Naegleria fowleri, dans les eaux situées à l'intérieur et autour du parc. Cette bactérie est capable de causer la mort en affectant le système nerveux humain. Aujourd'hui, l'île est abandonnée. Les bâtiments et attractions d'origine y sont toujours présents, mais la majorité d'entre eux succombent lentement mais sûrement aux dommages dus aux intempéries et à la dégradation naturelle. Et depuis sa fermeture, aucun nouveau projet n'a émergé, la laissant à la merci de la nature, qui y reprend peu à peu ses droits. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et lequel de ces lieux abandonnés vous a le plus marqué. À bientôt.